Merci de nous suivre sur K7 TV, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. En ce moment, nous avons le plaisir d'avoir M. Amadjeme, historien, un fils de la Casamance, membre du GRPC. Professeur, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci Abdrahman. Alors, nous allons avec vous revisiter l'histoire du conflit armé en Casamance. Le 26 décembre 1982, qu'est-ce qui s'était passé en Casamance? Bon, je crois que c'est vrai que nous allons arriver dans quelques jours au 26 décembre 2022. Et effectivement, en faisant la rétrospective, on peut se rappeler qu'il y a 40 ans derrière, en 82, a éclaté ce qui sera considéré à tort ou à raison comme étant le conflit le plus long, ou alors l'un des conflits les plus longs d'Afrique, au moins. Mais j'aimerais dire que oui, en 82, il s'est passé quelque chose de très anodine et on ne pensait pas que ça allait arriver à ce stade de l'évolution que l'on connaît de ce dossier. Et puis bon, ça a duré 40 ans. Ce qui s'est passé ce jour-là, puisque j'étais à Ziguinchor en ce moment, je venais d'être affecté au lycée Niabo d'abord comme jeune professeur d'histoire et géographie. Je précise que moi je suis plutôt géographe qu'historien, mais l'habitude fait qu'on enseignait histoire et géographie. Et comme quelqu'un le dit d'ailleurs, la géographie c'est l'histoire de demain et l'histoire c'est la géographie d'hier. Donc nous avons suivi ce qui s'est passé à Ziguinchor ce jour-là. Ziguinchor vivait sa vie normale, on était dans les fêtes de Noël. Et puis paf, le lendemain, il y a eu cette marche qui était pacifique. Il faut le rappeler, c'était une marche pacifique qui devait se terminer pacifiquement si les choses s'étaient arrêtées à la gouvernance. Malheureusement, l'appétit venant en mangeant, les gens ont pensé qu'après avoir descendu le drapeau de chez M. le gouverneur, il fallait aller descendre celui de la brigade de gendarmerie ou du commissariat qui étaient deux institutions voisines de la gouvernance. Bon, la tendance qui a voulu aller du côté de la gendarmerie l'a emporté, mais vous savez, les gendarmes chez eux, on connaît leur devise et tout, et il y a eu des tirs de feu. Et c'est comme ça que les choses ont commencé par se compliquer, petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne ce que c'est devenu. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, à quelques jours du 26 décembre, j'aurais souhaité, moi, que l'on célébrât ce jour-là, 26 décembre 2022, par une fête de la réconciliation des Sénégalais, une fête de la réconciliation des Casamançais. Ce qui a fait d'ailleurs qu'en tant que membre du GRPC, mais bien avant ça, en tant qu'acteur politique, je me suis toujours investi pour qu'on arrive un jour à ce que ce conflit soit un conflit oublié, parce que résolu dans la justice, résolu dans l'équité, résolu dans le respect, n'est-ce pas, des différences. Malheureusement ou heureusement, nous sommes en décembre et on est dans une situation mitigée. Est-ce qu'on va fêter la paix retrouvée le 26 décembre? Est-ce qu'on va encore rester avec des rancœurs de bon? On aurait pu aller beaucoup plus loin que ce que l'on a fait jusqu'à présent. That is the question, comme on dit. Mais je rends grâce à Dieu qu'au moins, depuis que nous avons essayé de faire ce qu'on pouvait, principalement depuis 2012, nous avons fait tout ce qui était possible et aujourd'hui, pratiquement tout ce qui constituait peut-être des difficultés à la résolution de ce problème ou alors à la consolidation du processus de paix, mais ces difficultés sont de plus en plus levées. Et je crois que même si on ne fêtait pas la victoire de la paix, n'est-ce pas, mais peut-être on sera déjà très proche et tout le monde sera convaincu qu'aujourd'hui, cette paix en Casamance, elle est irréversible. Le 26 décembre 1982, vous l'avez dit, à la gouvernance, le drapeau national a été descendu, c'est ça, remplacé par un drapeau blanc. Ce jour-là, j'aimerais rappeler aussi que ce jour-là, moi, je n'étais même pas à Ziguinchor, bien que j'ai enseigné à Ziguinchor, mais j'étais au village, en train de corriger des copies
Parce que, comme d'habitude, toi qui es passé dans mes classes, tu sais, à la veille de Noël, eh bien, je fais des devoirs que je corrige pendant les fêtes et que je ramène au lendemain des fêtes. Donc j'étais en train de corriger les devoirs, j'entends à la radio qu'il s'est passé des manifestations à Ziguinchor, qu'un groupe de gens, scandant indépendance et autres, serait venu et a descendu le drapeau pour le remplacer par un drapeau blanc. Et je crois que d'ailleurs, si vous rencontrez plus tard les MFDC, ils vous diront, y compris l'abbé, ils vous diront qu'ils ont brandi le drapeau blanc pour manifester justement le caractère pacifique de la manifestation que eux, ils voulaient. Et ils ont descendu le drapeau tricolore du Sénégal pour le remplacer par un drapeau blanc. Vous voyez? Et malheureusement ou heureusement, comme je l'ai dit, les choses après ont pris notre tournure. Mais c'était ça qu'il faut retenir. Quand est-ce que apparaîtra maintenant un drapeau du MFDC? Je crois que ça aussi, il faut suivre l'évolution du mouvement et l'évolution de la manière de le gérer. Et si vous regardez d'ailleurs, selon les types de MFDC que vous abordez, vous avez un drapeau différent selon que vous soyez à Magoukouro, ou bien selon que vous soyez directement lié à Nkrumah Sané, ou bien que vous soyez directement lié aux hommes de César Badiat. Il y a les couleurs qu'ils ont retenues pour eux, mais la différence de la présentation, de la disposition des couleurs, fait que jusque-là encore, ce mouvement est un mouvement qui était peut-être en train de naître, mais qui n'a pas eu le temps de se consolider et de savoir exactement qu'est-ce qu'il fallait. Ça au moins, on le constate dans l'appréciation, et même dans les discours, selon les différents groupes. D'une activité pacifique, on est arrivé à... D'une marche pacifique, on est arrivé à une situation délicate qui s'est terminée par une mort d'homme. Comment on peut expliquer ça? Bon, moi je dis, il faut que les gens se rappellent qu'en 1982, on était pratiquement à 20 ans de l'indépendance du Sénégal. Le Sénégal est indépendant en 1960. Donc en 80, on faisait 20 ans d'indépendance et en 82, ça faisait 22 ans. Mais le Sénégal, dans sa configuration qui l'a conduit à l'indépendance, est un État avec ses particularités géopolitiques et même socio-culturelles et historiques. Parce que le Sénégal dont nous parlons aujourd'hui est le résultat de la colonisation française. La preuve, c'est que le territoire sénégalais, avant même qu'il n'accède à l'indépendance, était un territoire d'expression française. Il faut retenir ça. Mais cette colonisation française n'a pas été la première colonisation occidentale à occuper le territoire sénégalais, dans son ensemble. Plusieurs puissances occidentales se sont succédées, n'est-ce pas, dans les tentatives d'occupation du Sénégal, soit pour des raisons commerciales, soit pour des raisons de traite négrière, et puis plus tard, ce sera pour la colonisation politique. On peut citer comme ça, d'abord, que les premiers arrivés ici et qu'on a reconnus comme étant les premiers, c'était les Portugais, qui sont arrivés à partir de Gorée. Gorée, c'est pratiquement à la porte de Dakar. C'est pratiquement le premier mur par lequel on passe pour aller à Dakar. Ils étaient à Gorée, les Portugais. Puis il y a eu les Hollandais, puis il y a eu les Anglais, puis il y a eu les Français, successivement. Et puis les mêmes Portugais sont arrivés dans la zone sud, où se trouve dans la Casamance, avant également les autres. Parce que les Portugais ont précédé les Français dans le cadre des voyages de découverte. Est-ce que vous voyez? C'était les plus grands navigateurs avec les Vénitiens, les Italiens. Alors, donc, en même temps que ces puissances occidentales cherchaient à avoir des possessions, à l'époque on parlait de comptoirs commerciaux. Comptoirs commerciaux, des comptoirs pour faire uniquement du commerce. Les gens cherchaient des comptoirs commerciaux, c'est ainsi que la rivalité européenne s'est déplacée en Afrique, et ainsi on verra que les Anglais vont essayer de chercher, eux, à occuper la Gambie, et ils ont réussi. Ils ont réussi. Donc ils ont court-circuité un peu la descente des Français vers le sud, ils se sont introduits en Gambie. Les Portugais ont continué plus loin, en s'installant rapidement à Carabane, puis sont passés par Katiou, et de Katiou, ils sortent à Ziguinchor. Alors, à la veille des indépendances, voilà
un territoire qui est le Sénégal, où il y a 3 influences au moins permanentes, française, anglaise et portugaise. Et dans leurs accords, pour préserver leurs intérêts, ces Européens décident à Berlin, de s'entendre pour qu'il n'y ait pas d'escarmouche entre eux, ici. En disant, bon, on va s'accorder pour que toi tu prennes tel parti, l'autre prendra tel autre parti, et puis c'est terminé. Pas de rivalité ouverte, pas de guerre dans l'occupation, dans le partage des territoires qu'on a occupés déjà dans cette partie que l'on appelle la Sénégambie-Guinée, hein, ou alors si vous voulez, vous l'appelez les rivières du Sud, n'est-ce pas? Et ils se sont entendus, le Portugal acceptant de céder donc son comptoir de Ziguinchor aux Français, n'est-ce pas? Les Français acceptant la prédominance des Anglais en Gambie, est-ce que vous voyez? Et donc voilà un territoire qui va se retrouver sous l'influence et des Portugais et des Français, dans tous les cas, parce que les interactions étaient là, parce que ce sont les mêmes peuples nègres, enfin les mêmes peuples noirs qui sont en Guinée-Bissau, en Casamance, en Gambie, n'est-ce pas? Et donc au nord de la Gambie, ces mêmes peuples-là sont divisés sous l'influence de ces 3 puissances. Mais nous savions que nos parents, par exemple, les Diola, quittaient les îles Caron pour aller récolter du vin en Gambie. Tout comme d'autres partaient pour aller récolter l'huile de palme en Gambie, parce qu'ils prenaient les palmiers pour en faire de l'huile de palme. Pour eux, c'était rien. S'ils vendaient leur huile de palme en Gambie, ils la vendaient avec, contre la monnaie britannique, mais quand ils vendaient au Sénégal, ils vendaient contre la monnaie française. Et pour eux, il n'y avait pas de problème majeur. Il en est de même pour ceux qui allaient du côté de Bissau. Quand ils y allaient, ils vendaient avec des pesos, ils achetaient avec des pesos, etc. C'est comme ça que les choses se sont passées. Mais les influences donc les uns les autres étaient là. Heureusement ou malheureusement, et c'est ça que les gens n'ont pas su gérer. La marche de l'Afrique vers l'indépendance était une marche assez difficile. Il y a les théoriciens de la réunification d'abord de l'Afrique avant son indépendance, et il y avait les théoriciens de la balkanisation. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui voulaient que l'Afrique aille à l'indépendance unie. Et il y avait qui voulaient que l'Afrique aille à l'indépendance divisée. Alors, or, selon les approches, ça fait ou l'avantage ou le désavantage des uns ou des autres. Est-ce que vous voyez? Malheureusement, la tendance à aller à l'indépendance divisée l'a emporté, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui faisait d'ailleurs l'avantage des colonisateurs. Et le Sénégal est allé à l'indépendance avant et la Guinée-Bissau et la Gambie. Il faut circonscrire ça dans ce contexte-là. Donc, un territoire, une partie du territoire sénégalais, comprise entre la Gambie encore colonie et la Guinée-Bissau colonie, accède à l'indépendance. Évidemment, l'influence que cela va avoir, c'est que nos voisins de Guinée-Bissau et de Gambie vont chercher tout de suite à avoir l'indépendance. Est-ce que vous voyez? Ce qui a expliqué d'ailleurs que la Guinée ait décidé d'utiliser les armes pour aller à l'indépendance. Et lorsqu'elle se battait pour aller à l'indépendance, elle a été très bien soutenue par le Sénégal et principalement par la Casamance. C'est vrai que le gouvernement de Dakar soutenait la lutte armée du PAIGC pour aller à l'indépendance, mais ceux qui subissaient cette position du gouvernement dans le soutien à Bissau, ce sont les Casamançais. Ça a servi de terrain de bataille entre le PAIGC et le Portugal. Des Casamançais se sont enrôlés dans les forces du PAIGC et du FLIN pour justement libérer la Guinée-Bissau. Très bien. Alors, avant le 26 décembre 1982, le MFDC était déjà là, créé à Sédhiou avec le professeur Hassan Seck et Ibou Diallo. Ce n'était pas le MFDC d'aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit ce MFDC d'aujourd'hui. Et ce MFDC qui est né avant les indépendances était un MFDC politique, mais avec une mission bien donnée. Hein. Sa mission, c'était de pouvoir participer à la lutte pour l'émancipation
d'abord des populations, donc pour l'indépendance des populations, mais dans un cadre qui était en train de se constituer. Parce que comme je le disais, il fallait aller à l'indépendance, mais quelle était la meilleure voie? Est-ce qu'il fallait que tout le monde aille uni? Est-ce qu'il fallait que les gens aillent dispersés? Mais ils avaient conscience qu'il fallait qu'ils aillent à l'indépendance, n'est-ce pas, dans le cadre d'un État plus fort pour pouvoir faire face à la prise en charge des préoccupations des populations. Parce qu'on est indépendant, ce n'est pas pour être indépendant, mais c'est pour pouvoir prendre en charge les populations, les besoins des populations. Et ces partis-là, qu'ils soient de Casamance, tels que le MFDC ou le MAC, hein, ou alors qu'ils soient du Sénégal oriental, ou qu'ils soient même de la zone du bassin arachidier, ces partis-là étaient des partis qui se voulaient comme parti de contribution à la lutte pour l'indépendance du Sénégal. Maintenant, comment ce MFDC de 1947 est devenu MFDC d'aujourd'hui, ça je pense que d'abord il faut rencontrer les MFDC d'aujourd'hui pour qu'ils vous l'expliquent. Mais moi, les théories que j'ai entendues et qui ne m'ont pas convaincu, ça ne peut pas me convaincre de les façons, et que les gens disent que oui, au moment d'aller à l'indépendance, d'abord, il y en a qui disent que la Casamance n'a jamais été une colonie française. Ce qui est faux. Sinon, pourquoi on est devenu francophone? Et on n'est pas francophone à partir d'aujourd'hui, mais on était francophone avant les indépendances. On se rappelle, le premier comptoir français, c'était à Carabane. Oui. Ensuite, Sédhiou. Ziguinchor n'existait pas. Ziguinchor a été une création purement portugaise. Ça, il faut le dire aussi, en tant que comptoir. Parce qu'ils étaient à Kétiou et ils voyaient beaucoup de produits arriver à Kétiou, n'est-ce pas? Parce qu'ils cherchaient des produits tropicaux. Et ils se sont demandé d'où venaient ces produits. Parce que la Casamance, c'est une terre quand même très riche. Et ils ont essayé de suivre les pistes jusqu'à arriver à Ziguinchor, qui est un territoire qui relevait du royaume de Enampor. Oui. Ce royaume s'appelait le Moufevi, le royaume d'Enampor. Parce que le royaume d'Enampor s'étendait jusqu'à Djifangor. Ouais, donc Djifangor, si vous allez vers Enampor, Ziguinchor est au cœur pratiquement de cet espace-là entre Enampor et Djifangor, qui est la limite. Tobor, une partie de Tobor, est également sous l'autorité du roi d'Enampor. Donc le territoire était là, mais un territoire marécageux. Marécageux. Et vous le voyez aujourd'hui, toutes les difficultés d'assainissement de Ziguinchor se situent du côté de Boudodi, parce que c'était un territoire marécageux. Mais comme c'est là où aussi arrivaient les piroguetos, les Portugais en ont fait un lieu de commerce, une sorte de louma. Est-ce que vous voyez? Et régulièrement, ils venaient acheter, ils partaient, au moment où les Français étaient à Carabane. Ils ont tenté d'entrer par les Bolons vers les îles Caron, Nyomoun. Ils ont tenté d'entrer vers Tendouk, Tchonkessil. Vous vous souvenez, il y a cette bataille de Tchonkessil entre Tendouk et Tchonkessil, quand Pinet-Laprade avec ses troupes était venu pour un peu punir, dit-il, certains chefs rebelles de la zone qui n'acceptaient pas de se soumettre à l'autorité française. Donc tout ça, ce sont les tentatives de pénétration et de domination. Mais en même temps, ils ont trouvé une place stratégique très forte qui était Sédhiou. Et ils ont installé l'administration française à Sédhiou. C'est pourquoi aussi de qu'on vous dise que oui, la première capitale administrative de la Casamance coloniale, c'était Sédhiou. Et c'est vrai. Ziguinchor ne servait à rien et n'attirait personne. Mais maintenant, après, les gens se rendront compte que si tu veux partir de l'océan pour rallier Sédhiou, par voie maritime, parce que c'était la seule voie la plus pérenne et la plus sécure, il fallait forcément passer par Ziguinchor. Alors donc, ils ont négocié, au lieu de se mettre tout le temps à se tirer dessus, ils ont négocié pour s'entendre à ce qu'ils puissent passer sans problème. D'abord en payant des taxes, etc. Mais par après, dans le cadre des négociations de Berlin, ils ont décidé de faire un échange entre la position portugaise de Ziguinchor et notre position portugaise, plutôt française cette fois-ci, du côté de la frontière avec la Guinée, Sékou Touré. Et les Français ont cédé ce territoire-là aux Portugais contre la cession de Ziguinchor aux Français. Voilà comment ça s'est passé. Donc, cette position-là a fait que certains ont dit que oui, s'il y a eu cet accord de 1884-85, je crois, si mes souvenirs sont exacts, le congrès de Berlin, n'est-ce pas? C'est pour céder toute la Casamance aux Portugais, aux Français. Ce n'était pas toute la Casamance, c'était juste ce comptoir
de Ziguinchor et les influences qui passaient sous contrôle de ce commerce-là, qui étaient passées donc l'axe par Toubacouta et autres. Alors, on ne peut pas parler du conflit armé en Casamance sans parler de cette personnalité emblématique qu'avait Augustin Diamacoune Senghor. Quel a été son rôle du début jusqu'à sa disparition dans ce conflit armé? Bon, c'est à l'éclatement du conflit que les gens ont été surpris, en tout cas aussi surpris les uns moins que les autres, d'apprendre que l'abbé aurait été un théoricien de cette lutte pour l'indépendance. Mais avant 82 déjà, l'abbé s'est manifesté par des correspondances qu'il a envoyées au président Senghor à l'époque. Parce que l'abbé et Senghor étaient, je crois, des camarades de promotion à Gazobile. Séminaristes, ils se rencontrent là-bas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, à un certain moment, ils ont été peut-être des partisans de la lutte pour l'indépendance du Sénégal. Et l'abbé disait ceci, parce que quand même j'étais proche de lui à un certain moment. Lui, il enseignait au séminaire, ici, de Ziguinchor, moi j'enseignais au lycée. Et en même temps, nous étions des producteurs à la chaîne 4 de Radio Sénégal. Sa fameuse émission. Il avait une émission, deux émissions il avait. Il avait une émission enfantine, où on l'appelait Papa Koulempi, mais il avait une émission qu'il appelait Foi et patriotisme en Casamance. Foi, donc la foi chrétienne, et le patriotisme en Casamance. Et ça, c'était une émission religieuse. Moi, quand je suis arrivé, je suis allé demander, j'ai obtenu la création de cette émission que j'appelais Coup d'œil sur la Casamance, qui était plutôt une émission culturelle, où vraiment je présentais la Casamance dans ses composantes sociologiques, ethnologiques, culturelles, etc. Et on s'est connus là-bas aussi, on s'est familiarisé. Donc, dire que je ne le connaissais pas ne serait pas la vérité. Je le connaissais. Et l'abbé a été un peu offusqué par le fait que, au moment où le président Senghor a décidé de quitter le pouvoir, qu'il y avait été confié par voie électorale. N'est-ce pas? Pour la dernière fois, c'était en 1978. 78, Senghor a été encore reconduit président du Sénégal et il décide en 80. En 80, il décide de quitter le pouvoir et de confier la succession par l'application de l'article 35 de la Constitution à son Premier ministre d'alors, qui était le président Abdou Diouf. Et l'abbé a dit que Senghor n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de la Casamance et des Casamancés. Parce que s'il a été vainqueur aux élections même de 1958 face à la SFIO de Lamine Gueye, c'est parce qu'il a obtenu un soutien de taille de la part des Casamancés. Et il n'a pas compris pourquoi, lorsque Senghor devait quitter le pouvoir, il a préféré aller jusqu'à Kaolack, s'adresser aux conflits religieux de Kaolack, Tivaouane, s'adresser aux conflits religieux de Tivaouane. Il a été à Touba, il a été voir l'évêque de Dakar et il n'est pas venu parler aux Casamancés, comme si les Casamancés n'avaient pas contribué à son accession au pouvoir. Et il lui fait une lettre pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé et si c'était le cas de réparer. 80. Il n'y a pas eu de réaction de Senghor. Il a fait ce qu'il a fait, il y a eu passation de service et Abdou Diouf s'est installé. Mais Senghor, au moment de partir, a transmis le courrier à son successeur qui était Abdou Diouf. Est-ce que les autorités de l'époque avaient pris le temps d'apprécier le contenu et peut-être même le ton utilisé par l'abbé? Ce qui aurait peut-être, à mon avis, permis d'éviter tout ce qu'on a vécu. Est-ce que les gens n'ont pas minimisé justement le contenu de cette lettre et son ton? Ça, je n'étais pas dans les secrets des uns ni des autres pour savoir comment ça s'est passé. Ce qui est sûr, de 80 à 82, et puis après, il y a eu le déclenchement de ce qui s'est passé à Ziguinchor. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'abbé a été interpellé avant la manifestation du 26 décembre. Oui, parce que par après, il a été même à la limite sanctionné entre guillemets
sa hiérarchie, ce qui fait qu'on l'a sorti d'ici pour l'envoyer à Kafountine. Ça aussi, vous devez, vous les chercheurs, les journalistes, vous devez chercher à savoir pourquoi cela est arrivé. On l'a sorti de Ziguinchor, on l'a affecté à Kafountine. Et c'est d'ailleurs quand il rentrait de Kafountine, à l'approche de Noël, qu'il a été interpellé, je crois c'est vers Bignona, hein, et puis il a été mis en prison. Voilà un peu la gestion qui a été faite de cette affaire avant même la manifestation. Puis il y a eu la manifestation, et après cette manifestation, donc, vous connaissez la suite, là c'est trop récent. Tout est parti de là. Voilà, ça s'est embrasé très vite, les gens, ça s'est enclenché, il y a eu plusieurs autres manifestations, arrestations, et les premiers morts de ce conflit, c'est en 83. Vraiment les morts, si on doit parler de morts, c'est en 83. D'abord parce qu'il y a eu cette histoire de la piste. La piste. La piste, oui. Oui, c'est la piste de l'aéroport là où les gens se sont retrouvés. Et c'est là où il y a eu la mort. C'était là, Djabir, non? Djabir, oui, c'était un peu les encablures de Djabir. Parce qu'après la piste, maintenant, ils vont se retrouver définitivement à Djabir. Mais c'était une rencontre qui devait rendre compte de ce qu'il fallait faire après avoir fait les marches, la pente là. C'était une sorte de compte rendu. Oui, une sorte de compte rendu, une sorte de débrief hein, pour voir un peu d'évaluation. Et malheureusement, ils ont été infiltrés par des éléments de la gendarmerie, et dont le feu lieutenant Gadio et ses hommes. Et quand ils ont été reconnus, mais ils ont été purement et simplement exécutés par les manifestants, qui ont donc décidé, se rendant compte de ce qui a été fait, qu'il faut maintenant aller plus loin que la piste. Et c'est ça qui a donné naissance au maquis, créé par Sidi Badji. Est-ce que vous voyez? Mais quand moi j'ai approché Sidi Badji, après 91, quand il est venu à Ziguinchor, parce qu'après il est sorti, après l'accord la décision unilatérale du MFDC de signer un cessez-le-feu. Cessez-le-feu unilatéral. C'était seul le MFDC face aux députés qui les ont contactés, dont le chef, le coordinateur était Marcel Bassène. Ils décident de signer l'arrêt des hostilités et se mettaient à la disposition de tout émissaire du gouvernement du Sénégal en vue de trouver une solution à cette crise-là. Et Sidi, pour manifester sa bonne volonté, vient s'installer à Ziguinchor. Vous savez, il était là, ce qu'on appelle au camp de garde, et c'est là qu'il est resté pratiquement jusqu'à son rappel à Dieu. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et tous ceux qui, à partir de 91, se sont déclarés fidèles à Sidi Badji, mais ne sont jamais plus retournés dans le maquis armé. Et c'était lui qui avait créé ça? C'est lui qui l'a créé, et il a dit il faut en finir. Maintenant, avec l'installation du Djakaï. Oui, c'est justement les hommes qui étaient fidèles à Sidi, il fallait qu'eux se mettent à la disposition de l'État pour discuter avec, parce que jusqu'à l'installation de Djakaï, les combattants étaient adossés à la frontière avec la Guinée-Bissau. Et ça aussi, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, quand Bissau était en guerre contre le Portugal, ils avaient comme arrière-pays le Sénégal, et dans sa partie située en Casamance. Donc, les Casamançais qui disent qu'ils se battent eux contre le Sénégal, mais le seul arrière-pays dont ils peuvent bénéficier, c'est l'arrière-pays Bissau-Guinée. Donc la question de l'indépendance de la Casamance est arrivée en 83. C'est entré là-dedans. C'est entré là-dedans et il faut mettre maintenant tous les éléments. Donc d'abord la géopolitique, je vous ai dit, proximité Guinée-Bissau qui, après sa lutte pour son indépendance, n'est-ce pas, apparaissait comme un État que tout le monde enviait à travers un homme qui était Amilcar Cabral. Ça aussi, il faut retenir. Un héros qui s'est battu et qui a gagné la guerre, qui malheureusement ne dirigera pas longtemps son pays. Et il a son successeur, qui a été donc son frère, Luis Cabral pratiquement, va être renversé en 81 par un coup d'État. Il faut retenir ça. Coup d'État en Guinée-Bissau. Et voilà, le dirigeant qui a été élu pratiquement par le peuple, qui a été porté par le peuple, n'est plus. Parce que Amilcar Cabral a été assassiné et Luis Cabral, si je me souviens, non pas Luis Cabral, oui, c'est Nino qui a fait le coup pour s'installer. Coup d'État. En Gambie, qui elle aussi
deviendra indépendante après le Sénégal, n'est-ce pas, en 1966. La Gambie se retrouve également dans une tentative de coup d'État avec Kukoy Samba Sagna, dans la même période, 80-81. Et je vous dis, la Casamance est comme un peu une boîte de sardines entre la Gambie et la Guinée-Bissau. L'une anglophone, l'autre lusophone. Vous voyez. Conséquence, mais forcément, je dis, les peuples étant les mêmes, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte. Peu de temps avant 82, il y a eu cette nouvelle de découverte de pétrole au large de Cabrousse, à la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, qui même constituerait une nappe qui se prolonge vers le nord. Et si vous allez vers le nord, vous avez la Gambie. Et au-delà, vous avez bien sûr, aujourd'hui, les résultats des recherches et l'avancée des recherches amènent à confirmer effectivement que cette nappe n'est rien d'autre que le prolongement de ce qu'on a trouvé dans Sangomar profond, Tortue, etc., etc. Donc le pétrole existe offshore au Sénégal. Mais à l'époque, on a dit pétrole découvert en Casamance, avec les enjeux pétroliers. Donc il y avait tous les éléments qui étaient réunis pour que quelque part, si on ne gère pas bien, n'est-ce pas, quelques difficultés liées à la construction et à la consolidation d'un État nouvellement indépendant, qu'on arrive à être déstabilisé. Et c'est ce qui est arrivé à mon avis. C'est l'analyse que moi j'ai fait. J'ai dit, on n'a pas construit l'État. On n'a pas mis tous les moyens qu'il fallait pour construire l'État. C'est normal peut-être, ou bien c'est par manque de connaissance réelle du terrain. Et on est arrivé à cette situation. Le MFDC qui réclame l'indépendance, les principaux acteurs ne parlent pas le même langage. Salif Sadio, César Atoute Badiat, au niveau de l'aile militaire, au niveau de l'aile politique également, c'est les mêmes difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'était que il y avait, jusqu'à partir de 82, on découvre qu'il y a eu des théoriciens, politiciens de l'indépendance, et qui vont tout de suite, après ce qui s'est passé à Diabir, être soutenus par ceux qui ont constitué l'aile armée. On découvre. Il faut d'abord se poser la question de savoir, ceux-là qui sont armés, ils ont été armés par qui? Où est-ce qu'ils ont pris ces armes-là? Brusquement, on voit des armes. Le Sénégal n'en fabrique pas. Et dans la région, il n'y a pas un pays qui en fabrique. Mais ils se retrouvent avec des armes pour faire la guerre. Il faut se poser la question de savoir qui a donné ces armes et pourquoi. Donc, eux déjà ne parlent pas le même langage, c'est-à-dire l'aile politique, certainement, ne parle pas le même langage que l'aile armée. Mais cette aile armée a un chef qui l'a construite, qui l'a constituée et qui l'a dirigée. C'est Sidi Badji. Et quand Sidi Badji, qui avait donc ses lieutenants, a décidé de mettre un terme à la guerre et de s'engager dans une voie de négociation, évidemment, allait comprendre que ceux-là qui lui ont donné les armes, en soi, directement ou pas directement, ne seront pas contents que ça s'arrête. Il faut faire en sorte que la guerre continue et eux, ils continuent à vendre leurs armes aux deux parties antagonistes. Est-ce que vous voyez? Vendre des armes ou offrir des armes au MFDC, peu importe, ça dépendra du langage qu'on utilisera, et en même temps vendre des armes à l'État sénégalais pour qu'il soit obligé de se défendre et de défendre son territoire. Voilà un peu comment ça marche. Est-ce que vous voyez? Et tant que ce conflit existe, si vous voyez bien, chaque gouvernement qui est arrivé, mais le premier acte qu'il pose par rapport à la question casamançaise, c'est montrer que l'armée est en train de s'équiper. Regardez, depuis 82 pratiquement, que l'armée était en train de s'équiper, que l'armée avait les moyens d'eux, que l'armée, etc., etc., etc. Et finalement, nous qui avions connu à l'époque comment l'armée entraînait ses hommes au Sénégal, mais le grand terrain d'entraînement des soldats au Sénégal, c'était Dodji, dans le Linguère. Là encore, allez faire des recherches, on vous dira qu'un soldat sénégalais qui a fait les manœuvres de Dodji, s'il en sort indemne, ben, on dit que c'est quelqu'un qui a fait un bon parcours.
Aujourd'hui, quel est le terrain d'entraînement des soldats sénégalais? C'est la Casamance. Depuis que le conflit a existé, on ne parle plus de Dodji. Donc voilà un peu cette approche qui va faire que, bon, le problème, bien qu'il y ait la volonté de le régler, mais moi je considère qu'il n'y a qu'une seule voie pour régler ce problème, c'est la voie de discussion. Pas une autre. Mais tant que quelque part, il y a cette volonté de régler ce problème par l'armée pour montrer que notre armée est très forte, très vaillante, très expérimentée, bon. Vous voyez? Très bien. Peut-être une dernière question. Le rôle de l'État du Sénégal dans tout ce qui s'est passé dans ce conflit casamançais, armé en Casamance. Qu'est-ce que l'État du Sénégal, comment l'État a géré ce conflit? Je vous ai dit, il y a eu, depuis la naissance du conflit, 3 présidents qui se sont succédés. D'abord le président Diouf, qui a géré. Abdoulaye Wade est arrivé. Diouf a géré le conflit pendant presque 20 ans. De 82 jusqu'en 2000. C'est presque 20 ans. Hein? Le président Wade a géré ce conflit de 2000 à 2012. Et le président Macky Sall est en train de gérer ce conflit de 2012 à nos jours, 2022. Mais si vous regardez, vous vous rendrez compte que, au départ, le président s'engage à régler. À l'arrivée. Et il y a 2 pistes. La piste armée ou la voie de négociation. Le président Diouf, c'était d'ailleurs la piste armée, au départ. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte que ça ne réglerait jamais ce problème. Souvenez-vous de sa descente ici, au stade Aline Sitoé Diatta. Et Abdou Diouf a dit ici, Casamance dit bonquette. Qu'est-ce que cela veut dire? Dissabari. Il a compris que ce n'est pas la voie armée qui réglerait ce problème et il s'est engagé pour sa résolution pacifique. Et il y a presque réussi. Parce que c'est Diouf qui a amené la rencontre qui s'est tenue en Gambie après qu'il ait rencontré la Bédiamokoun, cette poignée de main. Malheureusement pour lui et malheureusement pour le Sénégal, cette rencontre de Banjul s'est tenue juste à la veille des élections de 2000. Et toutes les parties où il y avait tout le monde, César Atoute Badiate, Sazif Sadio, etc., par l'implication du président Yaya Jammeh, n'est-ce pas? Ces partis s'étaient engagés vraiment à mettre un terme au conflit. Mais comme il y avait l'agenda présidentiel, l'agenda électoral, les gens ont dit, bon, on attend pour la deuxième manche, la réunion définitive, après les élections. Et malheureusement, le président Diouf a été battu. Donc une nouvelle équipe arrive. Et au lieu de gérer ce dossier-là de façon spécifique dans la continuité, nous avons tous entendu le président Abdoulaye Wade dire, ce dossier, personne n'en parle, je le règle personnellement et j'ai 100 jours pour le régler. Vous vous souvenez aussi, 100 jours. Donc les gens ont croisé les bras. Donc vous voyez, mais lui aussi, de 2000, il a fallu attendre jusqu'en 2004 pour que lui arrive à signer son accord de Ziguinchor. Avec l'abbé Diamokoun. Et l'ancien ministre de l'Intérieur. Oui, Ousmane Ngom. Oui, son accord de Ziguinchor. Et cet accord aussi a été soumis à l'épreuve des difficultés. Et malheureusement aussi, le président Wade, avant qu'il ne quitte le pouvoir, vous savez, il a été l'artisan de la rencontre de Foundiougne. Foundiougne 1. Et il n'y aura pas de Foundiougne 2. Malheureusement. Il a tenté. Et puis, à la fin, en 2011, vous vous souvenez, et 2012 surtout, il y a eu le projet de DDR. Hein? Désarmement, démobilisation et réinsertion. C'était parce qu'il avait compris aussi que ce dossier ne pouvait être réglé que par justement des discussions qui aboutiraient à ça. Il faut démobiliser, il faut même déminer, etc. C'était trop tard, malheureusement, il a été battu. Mais les négociations entreprises avec
les ailes du MFDC ont permis immédiatement au président Macky Sall installé d'obtenir la libération des 8 soldats. Est-ce que vous voyez? Ça démarre bien et celui qui avait par devers lui ces détenus, Salif Sadio, a accepté déjà de s'engager dans la voie de discussion et il a discuté avec le président de la République, avec le gouvernement du Sénégal, à Santé-Djio. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez aussi? Ouais. Jusqu'à présent, d'ailleurs, il n'y a pas eu d'interruption de ces relations entre Salif et les émissaires de l'État du Sénégal, parce que Santé-Djio est là, parce que même lorsqu'il y a eu les derniers qui ont été arrêtés suite à ce qui s'est passé en Gambie, mais Santé-Djio était là pour participer aux négociations qui ont abouti à la libération de ces hommes. Donc il n'y a pas eu de rupture totale, d'interruption. En cours de chemin également, les autres segments du MFDC, parce qu'il y a eu donc, après la disparition de Sidi, il y a eu une difficulté au niveau du commandement, qui a fait que les deux frères, Salif et César, se sont retrouvés opposés sous le règne d'Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? Ils se sont fait la guerre, ce qui a fait que Salif a été obligé de quitter la position sud pour se retrouver vers le nord. Et cela n'a pas facilité le retrouvail. Et le groupe de César, malgré tout, vous le savez aussi autant que moi, a signé récemment à Bissau un accord avec les émissaires du Sénégal. Tout comme le groupe de Diakaï a signé un accord avec l'État du Sénégal. Donc finalement, il reste quoi? Normalement, aujourd'hui, il ne restait plus que la pacification générale, mais en prenant en compte les vrais problèmes qui, aujourd'hui, peuvent encore être sujets à alimenter une non prise en compte des difficultés de la région, etc. Si ces problèmes sont bien pris en compte, et c'est là où j'invoque la générosité de tous les acteurs, il faut que les gens soient généreux. Et qu'on accepte que la Casamance, comme je l'ai toujours dit, c'est la région la plus sénégalaise du Sénégal. Je ne parle pas de la région de Ziguinchor, je parle de la région de Casamance. Du point de vue culturel, historique, ethnologique, ethnographique, et économique, n'est-ce pas? Géographique, c'est la région la plus sénégalaise du Sénégal. Et ensuite, c'est la région la plus riche du Sénégal, du point de vue de ses ressources et de la diversité des ressources que Dieu lui a confiées, ou alors que Dieu a mises dans l'espace qui constitue la Casamance. Mais il faut demander à la Casamance de donner tout ce qu'elle a d'atout au Sénégal et à la sous-région. Mais pour le faire, il faut que l'État mette en Casamance suffisamment de moyens pour pouvoir justement permettre à la Casamance de répondre aux attentes et du Sénégal et de l'Afrique. Monsieur Diémé, nous vous remercions vivement. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci vraiment de nous avoir accueillis dans votre hôtel. Bon, mon hôtel. Là où je suis, on aurait pu se retrouver à Tandouk, on aurait pu se retrouver à Pignona, à Bunkiling ou tout ce qu'on veut. C'est la Casamance. Pour moi, la Casamance, c'est la Casamance. C'était M. Ama Diémé, il est historien, géographe, historien, tout comme vous le voulez. Alors, il est du GRPC, un témoin de l'histoire de la Casamance. Vous l'avez suivi avec nous. J'espère que vous avez appris, comme nous avons appris aujourd'hui, sur l'histoire du conflit armé en Casamance des années 1900 jusqu'en 2022. Aujourd'hui, 40 ans de conflit, c'est énorme et c'est bien qu'on en parle pour trouver des solutions par rapport à tout ce qui s'est passé. En tout cas, merci, M. Diémé. Peut-être vous soutirez quelques derniers mots. Un dernier mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est par celui par lequel j'ai commencé. Hein. J'ai dit que le 26 décembre 2022 devrait normalement être une date de la fête de la réconciliation des Sénégalais. Et on l'aurait fait, c'est tout le monde qui gagnerait. On n'est pas loin de la réconciliation, mais également on n'est pas dans le désespoir de pouvoir trouver cette réconciliation. Cela veut dire donc qu'on est proche de ce moment-là. Et il faudrait que d'ici ce 26 décembre et immédiatement après le 26 décembre, que ceux qui ont aujourd'hui la charge de présider aux destinées du Sénégal comprennent que le conflit
sénégalais en Casamance est un conflit qui interpelle tous les Sénégalais. Et que la Casamance est une partie du Sénégal. Le Sénégal tout seul est déjà assez limité pour faire face aux défis du monde actuel et que d'ailleurs de plus en plus tous les gouvernants parlent d'intégration. Le Sénégal, à mon avis, doit jouer un rôle important dans cette intégration régionale et sous-régionale. Mais intégrer, c'est aller vers l'autre et accepter l'autre. La seule partie du Sénégal par laquelle le Sénégal peut construire l'intégration, c'est la région de Casamance. Il ne faut pas s'en offusquer. Or, pour que la Casamance puisse jouer ce rôle, mais il faudrait que les Sénégalais lui permettent de jouer ce rôle. Que la Casamance attire les Bissau-Guinéens, que la Casamance attire les Gambiens, que la Casamance attire les Guinéens de Conakry, que la Casamance attire les Maliens, autant de pays qui sont à la fois sociologiquement, culturellement et tout, plus proches de la Casamance que du reste du Sénégal. Une fois que cette intégration prendra à partir de la Casamance, eh bien, je crois que l'intégration africaine ne sera plus qu'une roue qui tourne très facilement. Mais si on ne le comprend pas, on va remettre à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui à l'avantage et du Sénégal et de toute l'Afrique occidentale, y compris même de toute l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi.